Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre cet après-midi pour ce premier webinaire de la Semaine du numérique en Amérique latine. Le webinaire de cet après-midi est dédié à la cybersécurité. On va voir ensemble quelles sont les opportunités post-Covid et vous allez voir, elles sont très nombreuses. Je voudrais remercier nos deux intervenants de cet après-midi, Alexis et Virginie. Bonjour à tous les deux et merci pour votre présence. Merci pour votre concours et le partage de votre expertise avec nos entreprises bretonnes cet après-midi. Bonjour Karen, merci à toi pour l'invitation et pour cette opportunité. Donc, on va voir ensemble cet après-midi quelles sont les opportunités sur cette filière cybersécurité. L'Amérique latine, déjà fortement digitalisée et en revanche insuffisamment cybersécurisée, on pourrait le dire, avant la crise Covid, a connu des bouleversements majeurs, vous allez le voir et puis vous en doutez, des bouleversements majeurs dans ses habitudes de consommation, de travail et d'achat. Et ces nouvelles habitudes, vous allez voir, elles provoquent une explosion des données qui transitent sur le net, faisant de ces failles d'avant Covid des risques systémiques dont le coût économique atteint des milliards d'euros. Donc, par conséquent, tous les acteurs d'Amérique latine, qu'ils soient privés ou publics, cherchent multitude de solutions, que ce soit des solutions généralistes, entre guillemets, ou des solutions de niche. Toutes les solutions que vous, entreprise bretonne, vous pouvez apporter seront de toute façon adaptées pour faire face à la situation et les opportunités. Vous allez le voir, Alexis et Virginie vont nous en parler dans un instant. Ces opportunités sont vraiment, vraiment nombreuses pour vous, entreprise bretonne. Donc, on va voir cet après-midi quelles sont les approches d'entrée sur le marché et quelles sont les opportunités aussi d'expansion pour vous en Amérique latine. On ne va pas seulement parler du Mexique, parce que Alexis et Virginie, donc, qui font donc partie de la société Latam Bridge, qui est prestataire agréé de BCI au Mexique, ils ne vont pas traiter que ce PLA cet après-midi. On va vraiment parler des opportunités sur la zone Amérique latine. Donc, encore une fois, merci à tous les deux pour votre partage d'expertise avec nous cet après-midi. Avant de lancer la petite vidéo qui présente les services de Bretagne Commerce International, un petit point sur les modalités et le fonctionnement de ce webinaire cet après-midi. Donc, j'insiste fortement sur le fait que ce webinaire, c'est le vôtre. C'est un moment vraiment privilégié au cours duquel vous allez pouvoir poser vos questions en direct à nos deux experts de cet après-midi. Donc, vraiment, 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 n'hésitez pas à nous interrompre, à prendre la parole. Vous pouvez poser vos questions soit par écrit avec le petit chat questions-réponses, soit tout simplement comme en classe en levant la main avec le petit module que propose Zoom, et auquel cas j'active facilement vos micros. C'est plus sympa et plus convivial aussi de s'exprimer de vive voix. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à intervenir. Je prendrai les questions au fil de l'eau. On n'attendra pas la fin pour un temps dédié questions-réponses. On souhaite vraiment, avec Alexis, Virginie et Nicolas, que ce webinaire soit interactif. C'est vraiment votre moment, donc n'hésitez pas à prendre la parole. En ce qui concerne la prise de notes, pas de stress. Comme d'habitude, la présentation de cet après-midi sera disponible sur notre plateforme BCI Info via notre site web. Donc, je vous enverrai un petit lien quand ce sera en ligne, un petit lien sur lequel vous retrouverez la présentation de cet après-midi. Et puis, le webinaire est enregistré, donc le podcast sera lui aussi disponible sur BCI Info un petit peu plus tard. Je vais lancer la petite vidéo qui présente BCI. Alors, pour celles et ceux qui nous connaissent déjà, désolé, vous allez finir par la connaître par cœur, cette vidéo. Mais on a quelques nouvelles entreprises. Je leur souhaite la bienvenue d'ailleurs. C'est la première fois qu'elles assistent à un webinaire BCI. Donc, pour ces entreprises-là, en l'occurrence, je vais lancer la petite vidéo. Ça dure 4 minutes. Je vous remercie pour votre attention. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire
jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export par la sensibilisation et l'information avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarchés, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde lié au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Alors, j'aimerais refaire un petit focus. Vous l'avez entendu pendant la vidéo. Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas le 9e Open de l'International qui se déroulera le lundi 5 juillet. Version online à nouveau cette année, circonstances Covid oblige. La différence avec la version online de 2020, c'est que l'on va vous proposer, en plus des rendez-vous B2B, des ateliers thématiques comme on le faisait auparavant en présentiel. Donc, vous pouvez noter déjà le 5 juillet dans vos agendas. Vous recevrez le moment venu, comme d'habitude, l'invitation pour vous inscrire sur le site dédié à cet Open de l'International. Je vous encourage vraiment à vous inscrire et à y participer. L'inscription à cet Open est gratuite et ouverte à toutes les entreprises bretonnes. C'est vraiment l'occasion unique pour vous de rencontrer tous nos prestataires agréés à l'étranger, d'échanger avec eux en B2B et puis de vous informer à l'occasion de ces différents ateliers thématiques que l'on va vous proposer tout au long de la journée. Ici, je ne m'attarde pas là-dessus, ce sont les différents livrables que vous pouvez trouver sur notre plateforme BCI Info. Je vous laisserai consulter cette diapo sur la présentation lorsque vous la retrouverez cet après-midi ou demain.
on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais céder la parole à Alexis. Merci Karen, merci beaucoup. Je t'en prie, tu vas prendre les commandes peut-être? Oui, si tu veux, je reprends la main. Alors, normalement, voilà. Si je lève mon partage d'écran. Ça y est, normalement, vous devriez maintenant voir l'écran. Ouais, c'est bon. On est revenu un tout petit peu en arrière, mais voilà. Karen, Nicolas, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir de travailler avec BCI, je dois vraiment le dire. Il y a beaucoup de professionnalisme et en même temps une dimension humaine qui est extrêmement agréable et je trouve vos initiatives assez fantastiques. La raison d'être du webinaire d'aujourd'hui et des webinaires de demain et d'après-demain, puisque c'est une série de 3 webinaires sur les opportunités dans le secteur du numérique en Amérique latine, c'est tout simplement le fait que les opportunités sont grandes, multiples, et que on perçoit le manque de visibilité de ces opportunités en France, notamment en Bretagne. C'est un petit peu la raison d'être d'ailleurs de Latam Bridge. On a vraiment fait cette analyse d'un marché qui présentait beaucoup d'opportunités et d'un manque de visibilité, et on a souhaité se mettre entre ces deux choses-là. Sur la cybersécurité en particulier, comme le disait très bien Karen, on a constaté alors déjà des besoins en cybersécurité très importants avant le Covid, mais ces besoins, n'attiraient pas véritablement l'attention des grandes entreprises ou des pouvoirs publics de façon aiguë. Tout le monde savait qu'il y avait des besoins, des insuffisances, des défaillances, et tout le monde y réagissait de façon un petit peu progressive. Ensuite arrive le Covid, qui va vraiment complètement bouleverser les habitudes, tant dans le monde du travail que dans la vie privée, avec une explosion des achats en ligne, avec une explosion du home office notamment, et ces défaillances qui étaient encore relativement discrètes, pas tant que ça, tout d'un coup deviennent extrêmement visibles, avec des attaques sur la totalité des pays de l'Amérique latine, certaines attaques très importantes, et donc une prise de conscience collective aiguë, tant du secteur public que privé, des besoins en termes de cybersécurité. Voilà. Et donc ces besoins à l'heure actuelle sont immenses. Comme le disait très bien Karen, encore une fois, finalement, peu importe le secteur ou la spécialisation d'une entreprise en cybersécurité, il y a tant de marchés de niche et de secteurs concernés que c'est un petit peu l'Eldorado. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'être très succinct. Donc, on ne va pas rentrer dans l'intimité des sujets. On va essayer d'en parler de façon synthétique. Et encore une fois, faites-nous des questions et on approfondit ces sujets-là si vous intéressent. Le but est qu'on arrive à balayer la totalité de la surface en peu de temps et de laisser beaucoup d'espace pour les échanges. Voilà. On divise cette présentation en 4 parties. On va essayer de comprendre de façon assez générale le panorama en Amérique latine, ses marchés principaux et les enjeux. Ensuite, en parlant du Covid, c'est, comme je le disais, quelque chose qui a bouleversé notamment notre façon d'acheter et notre façon de travailler. Et ça, c'est les deux tendances qui ont, disons, généré le plus d'attaques et de visibilité sur les déficiences en termes de cybersécurité. Donc, on va y revenir brièvement. On va ensuite s'attacher aux secteurs dans lesquels on trouve le plus d'opportunités pour des entreprises aujourd'hui qui auraient des solutions à offrir en termes de cybersécurité. Et enfin, des considérations générales et pratiques sur la façon d'aborder un marché comme l'Amérique latine. Alors, commençons par l'Amérique latine. Une slide seulement, pour ne pas en parler très longtemps, mais l'Amérique latine, c'est un territoire immense, 650 millions d'habitants, dont 450 ou 500 qui parlent l'espagnol, donc une grande homogénéité, pas seulement linguistique, mais aussi culturelle, ce qui rend des approches continentales assez pertinentes.
Seulement quelques tendances ou quelques chiffres sur lesquels je souhaite revenir. L'essor de la classe moyenne qui génère des opportunités multiples. Une classe moyenne qui était relativement faible et fragile il y a 20 ans et qui prend de plus en plus d'essor et qui redéfinit l'économie de la zone. On a des accords commerciaux. Un pays comme le Mexique, par exemple, on a quasiment 50, ce qui est énorme. C'est un des pays au monde avec le plus d'accords commerciaux. D'autres pays de la zone en ont aussi énormément. Le Brésil, il faudrait nuancer un petit peu. Et donc, un continent extrêmement bien connecté au reste du monde. Pour parler du Mexique, par exemple, un pays qui est quasiment aux États-Unis en termes de fiscalité et de logistique. Donc, vouloir rentrer sur le marché de l'Amérique du Nord, on a une mission en ce moment pour une entreprise industrielle française qui aimerait s'implanter en Amérique latine, mais qui aimerait également distribuer ses produits en Amérique du Nord. Le Mexique fait office de favori parce qu'on a le beurre et l'argent du beurre. On a un accès complètement privilégié à l'Amérique du Nord et on est en Amérique latine avec tous les avantages, un coût du travail qui est plus faible, etc. Tous les avantages qui peuvent venir avec. Et peut-être un dernier chiffre sans parler de tous, qui est assez représentatif. On a 21 licornes, donc des startups technologiques dont la capitalisation dépasse le milliard de dollars et qui sont locales. Donc, il y a une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place d'innovation avec un capital humain qualifié. Voilà, donc c'est un continent assez extraordinaire. J'en parle pas plus, on pourrait passer 2 heures dessus, mais vos questions, évidemment, sont les bienvenues. OK, un panorama général sur la cybersécurité. À peu près la moitié des PME et des PMI en Amérique latine ont subi une cyberattaque en 2020. La moitié. Ça montre l'intensité des attaques, mais ça montre aussi le niveau d'impréparation de ces entreprises. On parle de 40 millions d'attaques, avec plus de la moitié au Brésil et un quart au Mexique. 2 tiers qui ont concerné des entreprises, 1 tiers des personnes privées, même si les attaques contre les personnes privées peuvent souvent avoir indirectement des conséquences aussi sur les entreprises. Donc, on pourrait augmenter ce pourcentage et dire que quasiment la totalité concerne de façon soit directe, soit indirecte les entreprises. Et 17% seulement des entreprises qui ont mis en place une mesure dont on considère qu'elle est relativement basique. C'est un chiffre qui permet de mesurer encore une fois l'impréparation du continent à un milieu d'attaque de cyberattaque. On parle d'un marché de 20 milliards en 2023, qui est de l'ordre de 16 milliards aujourd'hui, et qui, au-delà de 2023, va probablement croître de façon encore beaucoup plus rapide. Une fois que les choses se seront mises en place et qu'il y aura une certaine culture de la cybersécurité qui manque cruellement à l'heure actuelle, on pense qu'il y aura une accélération très forte. Donc, après-demain, on sera à 30 milliards, 40 milliards. Ce marché va devenir absolument gigantesque. Et on est au tout début de cet essor. Donc pour les entreprises qui arrivent maintenant, il y a vraiment une belle carte à jouer. Donc les secteurs principaux qui génèrent ces besoins en solutions de cybersécurité, c'est évidemment la banque et l'assurance, le secteur hôtelier, les télécoms, et puis aussi le secteur public. Donc pas mal d'institutions et d'agences gouvernementales et d'institutions non gouvernementales d'ailleurs, et l'urbanisation croissante qui, on va dire, touche beaucoup à l'IoT. On ne va pas en parler dans ce webinaire, même si c'est une partie absolument essentielle des besoins en cybersécurité, tout simplement parce qu'on en parlera après-demain. Voilà. Donc, en parlant d'urbanisation croissante, on parle beaucoup de solutions d'IoT, mais ça sera jeudi. Vous êtes tous cordialement invités si le sujet vous intéresse. Alors, quelques enjeux qu'a déjà abordé Karen, mais c'est vraiment le fait qu'avec cette crise, l'enjeu maintenant, il est économique et il est monumental. Donc, on parle de milliards et de milliards et très bientôt de dizaines de milliards, soit de manque à gagner, soit de pertes sèches,
à cause des faiblesses et des attaques de cybersécurité. On parle de menaces à l'ordre public avec des attaques sur des administrations qui gèrent l'énergie. Enfin, les risques deviennent de l'ordre de la sécurité nationale. Et donc, énormément de pays, de gouvernements et d'entreprises ont mis en pied des équipes de guerre en fait, pour essayer d'y répondre et sont complètement ouverts à toute solution, à toute idée, à toute initiative. Ils sont voilà. Et puis alors un chiffre intéressant, les 9 premiers mois de 2020, le Mexique a été le pays le plus attaqué en Amérique latine et le deuxième plus attaqué au monde. Voilà. Donc malgré le capital sympathie dont jouit le Mexique, voilà, il a été énormément attaqué. Donc c'est plutôt un reflet des faiblesses de la cybersécurité au Mexique. Très bien. Passons aux nouvelles habitudes génératrices d'opportunités. On parlait de l'e-commerce. Les derniers chiffres qui sont une estimation, qui n'ont pas encore été confirmés, mais c'est que sur un an, jusqu'à février 2021, on est à presque 350% de croissance des ventes électroniques. Dans les faits, ça veut dire que des nouveaux acteurs se sont créés du jour au lendemain. D'autres acteurs qui étaient très petits ont décuplé leur taille, leur personnel, leurs solutions en ligne, leur plateforme, ont loué des serveurs à tout va. Et tout ça, évidemment, dans la précipitation et dans la préparation, ce qui a créé des segments, des pans entiers de l'économie qui sont extrêmement vulnérables. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails de ces chiffres. Les fraudes de non-paiement et de non-livraison qui sont les principaux dans ce secteur et qui constituent des pertes sèches pour ces entreprises qui sont très importantes. On va passer à une étude de cas. Je vais peut-être te laisser prendre la main, Virginie. Merci Alexis. On a souhaité aussi illustrer nos propos tout au long, et vous allez le voir, de cette présentation par des exemples concrets de ce qui a pu se passer pour certaines entreprises en Amérique latine. Et on va voir de la très, très grosse entreprise. Donc, Mercado Libre, c'est la première plateforme de e-commerce en Amérique latine. On peut faire le pendant avec eBay, je pense, en France. Donc, ils ont plus de 20 ans d'existence. Ils génèrent plus de 4,5 millions de transactions par jour. Donc, une structure stable, mature. Malgré tout, ils ont fait l'objet d'une attaque par un malware fin 2020. Chase, via des campagnes de phishing, qui avaient vraiment pour objectif de viser les clients brésiliens de Mercado Libre. Le Brésil est le marché le plus important pour eux sur leur plateforme de e-commerce. Donc, l'idée, c'était du vol d'informations financières. Ce malware a été identifié par Cybereason. Cybereason est implanté en Amérique latine et offre des solutions de cybersécurité. L'idée à travers cet exemple, c'était vraiment de montrer que une très très grande entreprise, leader dans son secteur avec plus de 20 ans d'existence et qui a un système de cybersécurité, de sécurité informatique de ses données et réseaux, malgré tout n'est pas à l'abri et n'a pas encore les solutions optimum pour répondre à la croissance des attaques actuelles en Amérique latine et puis dans le monde. Il y a d'autres exemples aussi aux États-Unis et en Europe, mais ici particulièrement, vu le nombre exponentiel de nouveaux e-commerce, de la toute petite entreprise du coin de la rue jusqu'au plus grand des acteurs, oui, effectivement, il y a un besoin énorme en nouvelles solutions pour répondre aux nouvelles attaques. Tu continues, Alex? Très bien, oui. Merci Virginie. Donc le tendance de fond, le home office, on a connu ça dans le monde entier. L'Amérique latine n'a pas fait exception. Évidemment, l'Amérique latine, ça concerne plutôt les cols blancs que les cols bleus. Voilà, ça a généré
énormément d'attaques. Évidemment, les entreprises n'étaient pas préparées, ont mis en place ce système à la hâte, gros problème d'identification, ça a créé des ouvertures vers les serveurs des entreprises. Un chiffre quand même très parlant, un tiers des entreprises en Amérique latine qui n'ont pas de service informatique / cybersécurité dédié. Voilà, et on parle de 2000 milliards de dollars de dommages potentiels d'ici la fin de l'année. La moitié quasiment des entreprises ont réagi à ça en augmentant, soit en augmentant fortement, soit de façon exponentielle leur budget de cybersécurité. Donc, quand on voit les augmentations, on est à au moins 30% pour les plus conservatrices, à 400-500% pour d'autres, voire celles qui n'en avaient pas réellement, qui, dans ce cas-là, on ne va pas mesurer le pourcentage. Donc, il y a une prise de conscience, comme on disait en introduction, il y a une réaction très forte à ça. Et donc, le budget est augmenté et actuellement, c'est la recherche de solutions adaptées. Un capital humain complètement insuffisant, donc un nombre de consultants et d'experts sur le continent pour mettre en place ces solutions, pour les sélectionner, pour les optimiser, qui est dans une forme de déficit client. Et un chiffre qu'on trouvait très intéressant, en moyenne 328 jours pour identifier une violation de données en Amérique latine. Donc, c'est un délai qui est extrêmement long. Je crois qu'en Europe, on est aux alentours de 280 jours, ce qui reste très long, mais qui l'est moins. Et donc là, il y a un vrai besoin également de solutions qui vont permettre de raccourcir ce délai, parce qu'évidemment, un délai tellement long, ça veut dire que les effets dommageables font l'effet d'une boule de neige, et il y a énormément de conséquences secondaires qui se mettent en place. Donc, un besoin énorme. Probablement, c'est l'intelligence artificielle qui va pouvoir apporter des solutions là-dessus. Mais voilà, délai énorme là-dessus. Un autre cas, Zoom, je vais peut-être te laisser de nouveau la main, Virginie. Oui, l'idée sur le cas Zoom qu'on est en train d'utiliser maintenant, mais c'était plutôt d'illustrer. Zoom est vraiment la plateforme qui a été et qui est toujours la plus utilisée actuellement par l'ensemble des entreprises, institutions publiques, écoles en Amérique latine, pour tout ce qui est vidéoconférence, cours en ligne. Et il y a eu une totale impréparation. Comme Alexis vient de le mentionner, les entreprises, au moment du confinement, on a eu aussi en Amérique latine une part de confinement, donc avec un travail, un home office obligatoire. Les entreprises ont commencé à utiliser Zoom sans protocole de sécurité mis en œuvre et mis en place. Et forcément, on rencontrait des problèmes de données, de connexion. Il y a eu beaucoup d'intrusions. Je ne sais pas si ça a été le cas en Europe et en France plus particulièrement, mais ici, on a eu beaucoup de cas de conférences avec des intrusions, avec des messages qui étaient passés complètement hors de propos. Voilà. Il y a également des identifiants qui ont été partagés sur différents forums. Zoom a plusieurs procès en cours aux États-Unis et a d'ailleurs été reconnu non coupable par une cour de justice américaine la semaine dernière. Mais voilà, ici, l'idée sur cet exemple, c'était vraiment d'illustrer par la plateforme que tout le monde utilise, sauf qu'aujourd'hui, l'impact pour les entreprises d'Amérique latine est encore plus grand puisqu'elles ont des failles énormes dans leur système de sécurité. Super, merci. Virginie. Regardons donc les secteurs qui vont… Karen, tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais te proposer de demander à nos participants s'il y avait des questions, si quelqu'un voulait réagir et rebondir sur ce que vous venez de dire tous les deux. Si c'est le cas, n'hésitez pas, surtout, encore une fois, à poser vos questions soit par écrit, soit oralement. Bon, de toute façon, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite sur ce que l'on est en train de dire cet après-midi, c'est très facile d'organiser des calls après le webinaire. On est très réactif là-dessus et on est à votre entière disposition. Donc, il suffira de nous envoyer un petit mail
soit à Nicolas Atlantis, votre chargé d'affaires, soit à moi pour qu'on organise cette visio avec Alexis et Virginie. Donc, il n'y a pas de questions, Alexis. Je te laisse poursuivre. Mais tu sais, Karen, s'il n'y a pas de questions, à mon avis, et en toute objectivité, c'est en raison de la très très grande clarté de notre présentation. Mais c'est ça. Donc, je ne suis pas du tout étonné. En toute humilité. En toute humilité. En toute humilité, hein, voilà, évidemment, ça va sans dire. Ok, continuons. Donc les opportunités par secteur. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est les secteurs qui vont avoir dans les 2-3 ans qui viennent les besoins les plus forts, les plus immédiats et dont les enjeux sont les plus importants. Le secteur bancaire et la fintech, c'est un secteur qui est en pleine ébullition en Amérique latine. Donc, malgré le fait que les fintech en général en Amérique latine constituent moins de 5% du secteur au niveau mondial, il y a une dynamique qui est extrêmement puissante en ce moment. Et ce qui se passe, c'est que des dizaines de millions de personnes qui n'étaient pas, je ne suis pas certain du mot en français, mais je crois bancarisables, enfin, qui n'avaient pas accès au système bancaire traditionnel ces dernières années sont en train, grâce à certaines fintechs extrêmement innovantes, d'y rentrer. Et donc, ça fait des dizaines de millions de nouveaux utilisateurs de services financiers. Généralement, c'est des gens à revenus modestes qui vont travailler dans la périphérie des villes ou dans des zones urbaines et qui maintenant, à travers des banques en ligne notamment, à travers des services de référencement, à travers pas mal d'innovations dans le secteur de la fintech, ont accès et créant un nombre encore plus important d'utilisateurs extrêmement vulnérables aux attaques en ligne. Voilà, les ventes de licences pour les technologies d'authentification ont augmenté de 30% quelques semaines après le début de la pandémie. Ça, c'était un chiffre qui était extrêmement parlant et qui montrait qu'encore une fois, cette pandémie avait catalysé des tendances de fond déjà présentes en leur donnant un essor considérable. Voilà, quelques chiffres intéressants. Une augmentation très forte du nombre de transactions, forcément. Le Mexique et le Brésil, qui sont les marchés les plus matures ou les plus mûrs, je ne suis pas sûr. Voilà, plus de 50% des entreprises fintech qui bénéficient d'un soutien du capital risque. Encore une fois, actuellement, c'est assez faible, mais il y a une grosse dynamique et donc il y a une croissance annuelle qui est l'une des plus fortes au monde. Voilà. Et plus de la moitié des fintechs en Amérique latine qui sont en phase d'expansion et de croissance, qui rentrent sur des nouveaux territoires, sur des nouvelles souches de la population, qui essayent d'étendre leurs services à des nouvelles classes socio-économiques. Donc, il y a énormément de mouvements dans ce secteur et des besoins absolus en termes de cybersécurité. Voilà, un cas, on va parler de Banco AC. Je te repasse la main, Virginie. Oui, sur les exemples sur le secteur bancaire et fintech, et avant de passer rapidement sur Banco AC, c'est vraiment parmi le secteur le plus réglementé en Amérique latine. Je pense que c'est important ça aussi de le dire. Il y a beaucoup de secteurs qui manquent de réglementation, mais le secteur bancaire et fintech est le plus réglementé avec quand même des normes de sécurité qui sont à respecter et ce qui est à peu près valable pour l'ensemble des pays d'Amérique latine. Donc, on a quand même des banques ou des néobanques qui sont déjà plus conscientes et qui ont mis en œuvre des stratégies de sécurité informatique qui n'ont pas marché à tous les coups et c'est le cas de Banco Bacé qui est une banque à Monterrey, qui est Monterrey, la ville industrielle du Mexique, avec la plupart des entreprises industrielles et technologiques du Mexique qui se trouvent sur cette région-là. Donc, ils ont eu une attaque, ils ont apparemment isolé assez rapidement les serveurs et ont réussi à la contrôler.
Mais ça montre que néanmoins, même avec une stratégie de sécurité informatique des données et des réseaux mis en œuvre, malgré tout, aujourd'hui, les attaques sont plus nombreuses, les hackers sont de plus en plus créatifs et chaque jour, de nouveaux types d'attaques arrivent. Donc, les banques sont obligées d'investir actuellement et fortement dans leur stratégie et leurs solutions de cybersécurité. Il y a un autre cas, je crois, Alex, qu'on l'aborde derrière sur la néobanque. Là, c'est différent, mais c'est intéressant puisque en Amérique latine, actuellement, tout ce qui est donc, FinTech connaît une croissance exponentielle. Et Nubank, qui est une néobanque brésilienne, a vu, dès la mise en œuvre de son développement, a pensé sa stratégie de cybersécurité et s'est associé avec Fortinet pour la mettre en œuvre. Donc, il y a aussi une vraie carte à jouer parce que des néobanques ne s'en créent peut-être pas tous les jours, mais la croissance est vraiment très importante. Donc, pour les entreprises françaises ayant des solutions à proposer, c'est certainement un point d'entrée intéressant à considérer. Merci Virginie. Passons aux administrations publiques. On en parlait. Les administrations publiques également ont connu un grand nombre d'attaques récemment, forte croissance, avec des demandes de rançon, avec le vol de données de citoyens ou d'utilisateurs des services publics, à tel point que ça constitue une priorité stratégique de la plupart des pays de la zone, sauf un dont on parlera dans quelques instants. Voilà, le secteur de l'énergie est le plus vulnérable. C'est d'un point de vue informatique des dizaines d'administrations qui sont connectées, donc un nombre de portes d'entrée énorme. Et étant donné la digitalisation de ces administrations ces 10-15 dernières années, le potentiel de nuisance des pirates, des hackers est devenu immense. Donc, ces administrations publiques cherchent des solutions holistiques et fortes pour ne plus être victimes de ces attaques et de ces risques. En Colombie, beaucoup d'attaques, un pays très dynamique, notamment l'administration fiscale et douanière, ce qui a été très problématique dans les échanges économiques, ce qui a été problématique en termes de confidentialité des données, le bureau du procureur général qui a fait aussi énormément de bruit. Au Chili, la Banque d'État, l'équivalent de la Banque de France, avec les données de 13 millions de personnes volées. Donc, le mot, c'est catastrophique. Au Mexique, au Mexique, un gouvernement central qui, pour des raisons qui lui sont propres et qui sont plutôt d'ordre politique, ne semble pas particulièrement concerné par les problématiques de cybersécurité, donc qui ne prend pas d'initiative forte au niveau fédéral. Et du coup, fort heureusement, au niveau régional, les gouverneurs, qui sont comparables avec les gouverneurs aux États-Unis, qui ont beaucoup de pouvoirs exécutifs, qui ont énormément de moyens à leur disposition, qui compensent un petit peu l'apathie au niveau fédéral par des initiatives fortes. Alors, ce n'est pas la totalité des régions du Mexique, mais les principales, notamment la capitale, notamment Monterrey, le poumon industriel du pays, et d'autres régions importantes qui prennent des initiatives fortes au niveau régional. Voilà. Alors, on en parlera jeudi, mais en termes d'IoT, par exemple, le Nuevo León, qui est l'État dont Monterrey est la capitale, est dans un processus de digitalisation de son industrie qu'ils appellent Nuevo León 4.0. Et dans le cadre de ce projet, qui est immense et qui fait appel à des partenariats entre le public et le privé, et qui est déjà très avancé, c'est vraiment quelque chose qui est à la pointe des initiatives au niveau mondial. Voilà. Un pan très important de cette initiative, c'est la cybersécurité. C'est une initiative régionale
comme il y en a beaucoup d'autres en Amérique latine. Voilà. Alexis, Un autre cas, Pemex, donc le géant du pétrole au Mexique. Alexis, Oui, j'ai peut-être une question. bien sûr. Donc là, on voit que les États étaient très insuffisamment cybersécurisés, qu'il y a eu de plus en plus d'attaques dans tous les pays que tu viens de citer là. Est-ce que dans l'ensemble de vos recherches avec Virginie, vous avez pu identifier des structures similaires à l'ANSSI, par exemple, en France, qui gère un petit peu au niveau institutionnel et national la sécurité des systèmes d'information? Ou est-ce qu'il n'y a Oui. pas du tout de politique globale, nationale par pays et pas d'organisme institutionnel national? Alors, c'est une très bonne question. Si ils existent, donc sous des formes différentes, mais dans la plupart des pays d'Amérique latine, ils existent, mais sont insuffisamment préparés, en fait complètement dépassés par la situation. Ils étaient déjà insuffisants avant la crise et actuellement, ils font ce qu'ils peuvent. Alors, ils recrutent, mais on est dans des mutations qui sont relativement lentes et qui sont vraiment pas à la hauteur des enjeux. D'accord. Ça ne m'étonnerait pas que ça n'existe pas forcément parce que finalement en Europe, il n'y en a pas tant que ça. Il y a la DSI en Allemagne. Enfin, si, il y en a quand même pas mal en Europe, mais ce sont des pays qui ont compris toute l'importance d'avoir un plan gouvernemental lié à la cybersécurité. Et j'ai l'impression que ce n'est pas forcément le cas et que ce n'est pas encore dans les… en gros, ils se sont pris des grosses claques. Dans les Ils mœurs, vont ouais. réagir après, mais qu'il n'y a pas eu… il n'y avait pas eu de plan qui avait été mis en place auparavant, quoi. Ouais, De plan national. tu as absolument raison, Nicolas. En fait, on constate même un petit peu la même chose en Europe. En France, par exemple, il a fallu ces attaques sur les hôpitaux pour que Emmanuel Macron déclare un budget conséquent et un véritable plan au niveau national. Et en fait, tout ce qui est vrai en France l'est encore à beaucoup plus forte raison sur l'Amérique latine. Oui. Après, en France, il y avait quand même pas mal de choses de fait. C'est vrai qu'il y a un plan d'1 milliard, là, mais en France, il y avait quand même enfin, l'ANSSI, ça fait quelques années quand même, qui sont là pour structurer justement la manière dont l'écosystème français peut répondre en matière de sécurité des systèmes d'information. Mais je vous laisse continuer. Pour rebondir sur la remarque et la question de Nicolas, et pour avoir, moi, échangé avec pas mal d'experts en cybersécurité ces derniers jours sur différents pays d'Amérique latine, ils se plaignaient un peu tous du manque d'écosystème, justement. Et qu'on était beaucoup plus sur des initiatives privées, c'était eux-mêmes qui étaient en train d'essayer de faire que cette dynamique prenne encore plus, au-delà des demandes de certaines entreprises, mais de créer réellement une dynamique du secteur cybersécurité en Amérique latine, tant à la fois au niveau humain, comme on l'a pu le mentionner tout à l'heure, avec le nombre d'experts en cybersécurité qui est aujourd'hui sur l'ensemble de la zone de 16 000 experts, selon les chiffres officieux. Et que demain, on va avoir un besoin bien plus grand. Donc, il y a toute une démarche qui est en train d'être mise en œuvre, tant par les acteurs déjà présents sur la zone, que par les entreprises, les banques, etc. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'espace pour des sociétés de conseil, pour des solutions, pour justement contribuer à la création de ces écosystèmes, chose qu'on sait très bien faire en France, par exemple. C'est vrai que vous avez parlé du paysage concurrentiel un peu plus loin, mais ce sera intéressant de voir qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs locaux finalement. En fait. Exactement. Ce sont beaucoup des acteurs internationaux qui sont présents parce qu'il n'y a pas de réponse locale. Exactement. Et c'est là qu'il y a tout à jouer, quoi. C'est ça. Oui, tout à fait. Pour compléter à mon tour ce que vient de dire Virginie, voilà, c'est très vrai. Et en fait, c'est un schéma
qu'on retrouve dans pas mal de problématiques, une insuffisance des initiatives du pouvoir public. On a vu ça, par exemple, pour les conséquences économiques du Covid, et le secteur privé qui, à travers ses associations et ses organismes, en fait, assume un petit peu ce qui serait plutôt la responsabilité des États chez nous en Europe, et qui prend des initiatives fortes et qui met des choses en place, etc. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit vraiment en cybersécurité. Parlons pour terminer cet aspect administration publique, parlons du cas Pemex. Pemex, c'est intéressant et ça me fait sourire juste quand je commence à l'évoquer avec vous. Donc c'est l'équivalent, on va dire, Total au Mexique, sauf que c'est une entreprise étatisée. Donc eux c'est une entreprise de taille juste énorme, qui a connu donc officiellement, il y a deux versions. On va commencer par la version officielle avec une attaque qui, en 2019 où il y a une demande de rançon. Pemex n'a pas souhaité payer la rançon, a refusé de payer la rançon et a restauré ses systèmes, et seulement 5% de ses équipements informatiques personnels auraient été touchés. La version officieuse qu'on a pu obtenir via des personnes travaillant chez Pemex et qui ont vécu cet épisode, il semblerait que l'intrusion daterait en fait de 2018 et que le système de cybersécurité de Pemex ne l'ait pas détecté, plus un manque de supervision et d'organisation en interne. Ça, c'est un point important aussi à prendre en compte ici en Amérique latine. Et qu'au final, pas seulement 5% des équipements ont été touchés, mais beaucoup plus, puisqu'une raffinerie a carrément été mise à l'arrêt en utilisant des radios et du papier pendant 4 jours, puisque tous les serveurs étaient complètement hors d'usage. On pourrait penser que Pemex, entre 2019 et maintenant 2021, a réglé le problème, mais pas du tout, puisqu'on a eu écho qu'ils étaient en train actuellement de chercher de nouvelles solutions beaucoup plus importantes pour essayer de mieux les protéger, puisque Pemex est un acteur central. Il n'y a pas une grande concurrence dans les pétroles au Mexique. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une vraie porte ouverte et un vrai intérêt pour de nouvelles solutions. Oui, merci Virginie. Oui, Pemex qui a un triste record, c'est l'entreprise pétrolière la moins rentable au monde. C'est assez rare qu'une entreprise pétrolière, surtout quand elle a un accès exclusif à des champs pétrolifères abondants et des problèmes de rentabilité, c'est vraiment très rare, mais Pemex y arrive. Il n'est pas complètement exclu qu'il y ait des problèmes de corruption derrière. Voilà. Et en tout cas, une mission avec Pemex, qui est une entreprise tentaculaire, immense, avec énormément d'intérêt sur la totalité du pays et même en dehors du Mexique. Une mission avec eux serait une mission absolument gigantesque qui pourrait s'étendre sur des années et qui pourrait être extrêmement intéressante. Très bien. Et alors, on va passer aux hôpitaux. Donc, un sujet qu'on connaît également en France. C'est extrêmement vrai ici. La différence, c'est que les hôpitaux en Amérique latine communiquent moins facilement sur les attaques qu'ils ont subies. Il y en a eu beaucoup. On pense que pas mal d'hôpitaux ont tout simplement payé les rançons qui leur étaient demandées pour ne pas avoir à faire face aux conséquences publiques en termes d'image et de communication des attaques qu'ils avaient subies. Et donc, énormément de choses aussi. J'essaye de regarder le temps, donc je passe rapidement dessus. Encore une fois, les questions à tout moment. Et passons maintenant aux considérations pratiques et clés d'accès au marché pour la cybersécurité. Donc, voilà les entreprises déjà présentes en Amérique latine. Aucune de ces entreprises n'a une position dominante.
tout simplement parce que le marché est morcelé par pays, par secteur, par niche. Et voilà, donc c'est un petit peu une mosaïque. Et encore une fois, c'est une mosaïque très insuffisante. Donc, malgré certaines de ces entreprises qui sont relativement grandes, voire même très grandes, comme Cisco, énormément d'espaces qui ne sont pas occupés actuellement. Et il y a beaucoup plus, infiniment plus de demandes que d'offres dans le paysage actuel. Voilà. Quelques tendances. Alexis, Oui, peut-être oui. juste sur le point des concurrents, enfin, ce sont des très très gros acteurs quand même. Donc Oui. à eux seuls, ils couvrent quand même une large palette de services soft, mais ce serait intéressant de voir s'il y a des plus petits acteurs, parce que c'est vrai que là, ce sont des acteurs qui sont quand même très très gros à l'échelle des services de cybersécurité. Oui, absolument. Donc oui, il y a les plus petits acteurs. Ces acteurs-là, les gros acteurs, typiquement, vont rentrer parce qu'ils travaillent avec des multinationales à une échelle quasiment globale, et donc, par la force des choses, sont également présents en Amérique latine parce qu'ils sont avec Coca-Cola, parce qu'ils sont avec, etc., des grosses boîtes, et rentrent comme ça. Mais c'est plutôt des boîtes qui vont s'adresser à des grandes administrations publiques et à des grandes multinationales. Mais comme on le verra dans 2 slides, une des opportunités les plus grandes, c'est les PME. Et les PME manquent cruellement de solutions et d'acteurs. Et ces grands acteurs, malgré leur taille, sont très peu présents dans le tissu économique régional. Et donc, il y a des acteurs, des plus petits acteurs, Nicolas, absolument, mais il y a un gros manque. Je ne sais pas, Virginie, ce que tu en penses. Mais je pense que vraiment, oui, toutes ces entreprises-là sont des très grands groupes de cybersécurité internationalement connus, développés et qui offrent des solutions pour la plupart aux plus grandes entreprises d'Amérique latine. Je rebondis sur ce que dit Alexis. Les PME, PMI, il y a un réseau de PME, PMI en Amérique latine qui est juste énorme. Et des belles PME, PMI qui sont parmi les leaders dans leur secteur d'activité, 500, 800 personnes, et qui n'ont pas de solution. Tout à l'heure, Alexis parlait de Nuevo León 4.0, donc de l'initiative qui était mise en œuvre par la région de Nuevo León, le poumon économique et industriel du Mexique. Ils viennent de sortir une étude, là, il y a quelques jours. Ils ont demandé à 300 PME de s'auto-analyser quant à leur maturité en termes de digitalisation et cybersécurité. Et 300 vraiment belles PME, pas la petite PME qui commence juste, etc. Non, de belles entreprises du Mexique. Et plus de 50% d'entre elles se sont auto-analysées au niveau basique ou initial. C'est-à-dire qu'il y en a encore beaucoup. Je connais des PME concurrents de Schneider Electric, donc des belles entreprises qui fonctionnent aujourd'hui encore papier. Et qui fonctionnent bien et qui ont une croissance énorme, mais qui ne sont pas alors qui sont conscients du risque et qui sont en train de voir les solutions qu'on pourrait leur proposer, mais qui n'ont pas été dans la préparation, dans l'anticipation. Super. Ouais. Sur cette PME que tu connais, voilà, moi aussi j'en connais plusieurs personnellement, intimement. Une qui a 1500 personnes qui vend ses produits sur la totalité de l'Amérique latine et qui en termes de cybersécurité est à 0. Je le sais parfaitement et je pense que c'est des exemples qui sont représentatifs. Et donc c'est vraiment des niches, enfin des niches entre guillemets, ces PME qui sont très peu pénétrées par les grands acteurs qui pour l'instant ne sont qu'à un niveau corporate chez les multinationales, en cas principal. Donc, quelques tendances de fond en 2021 qui vont impacter le marché de la cybersécurité. C'est l'intelligence artificielle qui va pouvoir améliorer les solutions existantes en analysant
un certain nombre de données de façon automatisée, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, donc qui va permettre de détecter des intrusions plus rapidement, qui va permettre de détecter des tentatives de connexion qui ne sont pas légitimes, etc. etc. Le blockchain en cybersécurité, donc là notamment des belles solutions en termes d'identification qui sont très prometteuses et qui commencent à rentrer dans ce marché. L'authentification à distance, évidemment, avec le Home Office. Des solutions de cybersécurité de plus en plus dans le cloud. J'ai pas le pourcentage, mais c'est un pourcentage qui est croissant de façon rapide. Un cryptage avancé des données, alors pas forcément avancé, un cryptage tout court dans certains cas, comme le disait tout à l'heure Virginie dans le cas de Zoom. Bon, ça va être cryptage tout court, on verra pour avancer plus tard, mais c'est une tendance de fond également. Et puis, la croissance énorme du secteur de l'IoT en Amérique latine, qui appelle aussi un renforcement énorme en termes de solutions de cybersécurité. Mais ça, on le verra après. Voilà, donc sur les opportunités, d'abord, sur la mentalité en Amérique latine, c'est un continent qui culturellement est très ouvert aux prestataires étrangers parce qu'ils jouissent d'une bonne image, donc ça c'est une tendance générale. Et la France, tout particulièrement, jouit d'une excellente image dans la région, est perçue comme un pays extrêmement moderne, digitalisé, au savoir-faire reconnu. Donc il y a véritablement une carte forte à jouer là-dessus. Et il y a beaucoup d'acteurs étrangers qui sont déjà présents, on en parlait tout à l'heure. Le déficit colossal d'experts dans la zone. Il faudrait que le nombre d'experts décuple en l'espace de 2-3 ans, ce qui est évidemment impossible. Donc, il va falloir importer de l'expertise d'une façon ou d'une autre. Donc il y a des solutions qui sont d'ordre technologique, des softwares, des plateformes, des choses dans le cloud, et évidemment des cabinets de conseil qui vont devoir sélectionner, implémenter, gérer, rediriger sur place les efforts de structuration de la cybersécurité. Donc, on en parlait de nombreuses fois. Une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre actuelle, et donc les gens qui font la queue pour essayer de parler à quelqu'un qui pourrait leur offrir une solution. Donc le fait d'ouvrir des portes actuellement, il est pas nécessaire. Les portes sont déjà ouvertes. Il suffit de rentrer et de commencer à parler à ces entreprises. Elles attendent des solutions. Voilà, pas mal de boîtes qui s'en rendent compte. Alors, pas tellement en Europe, mais aux États-Unis, par exemple, au Canada, dans d'autres régions du monde. L'Amérique latine a été identifiée comme une zone à très fort potentiel. Et encore une fois, il y a plein de problématiques, mais la centrale, probablement, c'est celle de la gestion des identités et des accès. Quelques clés d'accès. Donc, on en parlait, les PME, les PMI. Alexis, peut-être pour compléter les opportunités et avec un peu de connaissance du marché, de l'écosystème breton, en termes d'opportunités, là, tu disais tout à l'heure qu'il y avait très peu de services IT ou de services de sécurité informatique dans les entreprises. Il y a un très gros besoin d'évangélisation et de monter en compétences. Donc, peut-être que pour les entreprises bretonnes, ça veut dire celles qui font de la formation, celles qui font de l'audit et qui font de la mise en place de solutions. Donc, plutôt des cabinets de services, en fait, je pense, qui pourraient être pertinents, sachant que la grosse difficulté, ce serait d'avoir une présence locale et de parler la langue locale. Donc, les sociétés françaises, elles ont l'expertise technique de mise en place, pas à pas, sauf que du coup, il y aura tous les aspects culturels, tous les freins culturels qui seront à dépasser. Mais pour moi, formation, audit et mise en place de systèmes, tout ce qui est service, peut avoir, au vu de la présentation que vous venez de faire, de belles opportunités en Amérique latine. Absolument, entièrement d'accord avec vraiment tout ce que tu viens de dire, tant sur l'opportunité pour ce type d'entreprise
qui est infini, vraiment. Et puis, évidemment, les défis, ça sera sur la culture et sur pas seulement la langue, donc vraiment la culture d'entreprise, la façon d'aborder les choses. Donc, pas de rien à rajouter. Oui, donc certification internationale. Donc, il y a de plus en plus de partenaires des entreprises d'Amérique latine qui sont en dehors de la zone, donc par exemple les États-Unis, mais d'autres pays aussi, qui demandent aux entreprises partenaires avec lesquelles elles échangent, avec lesquelles elles commercent en Amérique latine, des certifications pour se mettre au niveau, parce qu'évidemment, des entreprises avec lesquelles on interagit beaucoup représentent aussi des risques de sécurité pour nous-mêmes. Donc là, il y a une belle porte d'entrée. La planification de l'intégration et de l'upscaling, absolument essentiel. On voit ça dans pas mal de secteurs. Les entreprises qui sont plus dans une démarche de one-shot, d'apporter une solution restreinte à une toute petite niche locale, mais qui ne planifie pas la croissance du secteur, la croissance de la surface des solutions qu'ils vont devoir offrir, se heurtent ensuite à pas mal de problèmes. Donc, il faut dès le départ, avec un petit peu plus de travail en amont, ce qui d'ailleurs renforce encore ce que tu disais, Nicolas. C'est vraiment là que les entreprises de conseil qui font de l'audit, qui font de l'évangélisation, vont pouvoir apporter leur expertise et leur vision à moyen et à long terme en déroulant une véritable vision sur la mise en place des solutions de cybersécurité avec des étapes. Et donc en ayant tout de suite l'horizon présent à l'esprit. Voilà. La possibilité de se greffer à des initiatives existantes, étant donné la nécessité de solutions holistiques, il y a très souvent des besoins particuliers de solutions de niche sur des solutions plus globales. L'importance, évidemment, d'avoir un service client et une représentation commerciale sur place est essentiel. Donc, tu parlais des obstacles culturels. Les entreprises en Amérique latine vont avoir beaucoup de mal à s'engager avec des entreprises qui ne sont qu'en France et qui n'aient pas d'interlocuteurs locaux qui parlent leur langue, etc. Et puis, évidemment, plus qu'ailleurs encore, en Amérique latine, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. C'est des cultures collectives, c'est des cultures du rapport humain avant tout. On ne rentre pas en affaires avant d'avoir noué des relations, bâti une certaine confiance, bâti une base suffisamment forte pour ensuite pouvoir parler des problématiques et des enjeux professionnels. Et donc, c'est aussi forcément par ce biais-là que s'effectuent les croissances les plus fortes une fois que l'entreprise est établie. Et merci d'avoir participé et surtout maintenant, n'hésitez pas sur vos questions. Écoute, visiblement, il n'y a pas de questions. Là, je m'adresse aux participants. Est-ce que vous souhaitez réagir et rebondir sur ce que l'on vient de dire et d'évoquer tout au long de ce webinaire? Écoutez, il n'y a pas de réaction, donc c'est que votre contenu était clair, concis, précis. Encore une fois, si vous avez des questions ultérieurement, Nicolas Plantis, donc, que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous, est chargé d'affaires BCI en numérique et cybersécurité, est à votre entière disposition. Je vous ai remis les coordonnées de Nicolas après ce slide. Si tu peux avancer un tout petit peu, Alexis, pour montrer aux gens les coordonnées. Sûr. Voilà, vous avez les coordonnées de Nicolas ici. Dans le slide d'après, je vous ai mis les coordonnées de mes collègues en CCI territoriale qui sont à votre disposition également, notamment pour toute la partie technique et réglementaire, pour les déclarations à l'export, tout ce qui est homologation, demande de certificats, etc. Ils sont en contact avec les douanes aussi, donc tout ce qui est ce qu'on appelle, nous, technique et réglementaire, vous trouverez toutes ces réponses à vos questions auprès de nos collègues en CCI territoriale. Donc, vous avez les coordonnées ici. Et enfin, dans le slide d'après, les coordonnées d'Alexis, qui est lui aussi, encore une fois, à votre disposition. Donc, s'il n'y a pas de questions, eh bien, écoutez, je vous propose de clôturer ce webinaire. Oui, non, je tenais vraiment à remercier Alexis et Virginie parce que ce n'est pas
Ce ne sont pas des experts en cybersécurité. Il y a eu un gros travail de fait. Donc, je voulais sincèrement vous remercier. Il y a plein de choses à creuser. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Et voilà, ce ne sera pas un long fleuve tranquille pour aborder la cyber dans l'Amérique latine, mais il y a plein d'indicateurs positifs et qui montrent qu'il y a des choses à faire. Donc merci pour ça et j'espère que les sociétés bretonnes qu'on le souhaite se développer là-bas pourront le faire dans les prochains mois grâce à votre Et aide. merci à vous, Nicolas Merci à vous. et Karen, pour votre initiative, pour votre invitation. Comme tu dis très bien, on n'est pas des experts en cybersécurité, ni Virginie ni moi-même. Et la préparation de ces webinaires, ça a été l'opportunité de parler avec plusieurs dizaines d'experts dans plusieurs pays, dans plusieurs rôles distincts. Et franchement, ça a été passionnant. Et on est extrêmement enthousiaste sur les opportunités qui existent dans ce secteur. Et on est absolument ravis de poursuivre la conversation. Les entreprises qui auraient des questions, on pourrait les mettre en relation avec certains experts, etc. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Et voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, un dernier petit mot. Donc déjà pour vous rappeler que l'on se retrouve demain à la même heure à 16h pour le deuxième webinaire de cette semaine du numérique en Amérique latine. On abordera demain la e-santé et jeudi, pareil, à 16h, troisième et dernier rendez-vous de cette semaine thématique avec les IoT. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Pardon ? Il y a une question. Il y a une question de Nathalie. De Nathalie. Alors, par quel canal pouvons-nous atteindre les PME-PMI en Amérique latine ? Journaux, forums, prestataires de services locaux, etc. C'est des approches généralement régionales. Donc, il y a plusieurs façons évidemment d'aborder la question, mais ça va être, oui, les forums, ça peut être une bonne idée. Généralement, les associations, ces PME appartiennent toujours à une ou plusieurs associations, des groupements d'intérêt autour de leur secteur d'activité ou autour de leur région, etc. Il y a plusieurs critères possibles. Généralement, elles appartiennent à 2, 3, 4 associations différentes. Et donc ça, c'est des très très beaux points d'entrée, ces associations qui permettent ensuite d'accéder à leurs membres. Évidemment, le contact direct également. Des entreprises comme la nôtre, par exemple, identifient des PME qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être des belles cibles, et on engage directement le dialogue. C'est quelque chose qu'on fait très, très fréquemment. On va établir une liste sur une région déterminée, le Mexique ou plusieurs. On peut en identifier 20, 50, 100. On les préqualifie, on parle avec elles, et puis ensuite on a une liste de 15 PME avec lesquelles on a des discussions avancées. C'est aussi une façon des prestataires locaux de conseil, des spécialistes comme nous en extension de marché qui offrent ce genre de services. Et peut-être pour compléter, en France, il y a l'ANSSI justement qui propose un portail de tous les prestataires de services qui détiennent leur certification. Donc peut-être qu'il y a un listing d'entreprises qui proposent des services de cybersécurité dans tel ou tel pays. Peut-être que ça existe aussi. Et ce qui peut être intéressant aussi, ce sont des clusters de cybersécurité. C'est peut-être pas assez développé encore, mais c'est peut-être à surveiller, parce que ce serait des bonnes portes d'entrée, je pense. Absolument, absolument. Donc les clusters pas très développés, mais des entreprises qui sont déjà dans le secteur, donc qui offrent des services de cybersécurité, plusieurs d'entre elles avec lesquelles on a parlé seraient très intéressées, par exemple, de partenariats avec, par exemple, une entreprise française, à partir du moment où elle offrirait des services complémentaires des leurs. Donc c'est une approche auquel ils sont extrêmement ouverts, et ça permet à l'entreprise française de bénéficier d'un réseau de clients déjà existants, de PME notamment. Voilà, donc il y a des choses, on n'est pas rentré dans ce scénario-là parce que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière. Il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, il y a des choses à faire et à pas faire. Mais il y a clairement une belle entrée là-dessus aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on clôture ce webinaire ?
Je ne vois rien apparaître en tout cas. Merci à tous. Merci. J'espère que ça a été intéressant. Et toute l'équipe de la Tamridge reste à votre disposition pour des questions ou des informations complémentaires. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Nicolas. Et puis à demain pour le deuxième webinaire sur la e-santé. À demain. Avant de quitter le webinaire, pour les participants qui sont encore avec nous, vous allez voir, vous allez tomber sur un petit questionnaire. C'est vraiment important pour nous qu'on ait votre retour et votre jugement sur ce qui a été dit pendant ce webinaire. Donc, je vous remercie par avance de prendre la petite minute qui convient pour répondre aux différentes questions qui vous sont posées. Merci encore une fois à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et puis à demain pour le deuxième webinaire. À bientôt.